Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct se retrouve ce mardi matin, un peu plus tôt que d'habitude, à 9h, parce que nous recevons M. Feled Bournani. M. Feled Bournani, expert international, qui a beaucoup d'engagement et qu'on a toujours grand plaisir à recevoir à Radio 1 pour m'accompagner. Hassan Haddouche, comme d'habitude. Bonjour Hassan. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, Feled Bournani. Nous allons pouvoir aborder une actualité financière importante en ce moment. Ce matin même, le ministre des Finances s'est exprimé sur un certain nombre de questions concernant le nouveau modèle de financement de l'économie algérienne par contexte de contre-choc pétrolier, par contexte de baisse de la fiscalité pétrolière. Et il y a en premier ce grand mastodonte de l'emprunt national qui est en train de débouler dans le paysage, qui arrive. Vous en pensez quoi, M. Feled Bournani, avec les éléments d'information dont nous disposons aujourd'hui? Tout d'abord, je vous remercie de m'inviter. Effectivement, il y a une actualité économique et financière dense qui se précipite. Bon, on peut faire deux constats. Le premier, elle se précipite parce que nous la faisons dans l'urgence. Les choses étaient prévisibles déjà depuis bien longtemps. Et effectivement, nous sommes obligés d'agir aujourd'hui. La période d'attentisme maintenant est révolue. C'est un luxe que nous n'avons plus. Nous l'avions eu, nous ne l'avons pas utilisé. Ça, c'est un point préliminaire. Concernant l'emprunt obligataire, d'ailleurs, emprunt obligataire ou emprunt national, oui. Les mots ont un sens. Il y a une différence ? L'emprunt obligataire... Dans tous les cas, c'est une obligation que le Trésor va émettre. Oui, ensuite, il y a une différence, bien entendu, parce qu'on va voir à qui s'adresse-t-il et quelles sont les ressources financières que l'on vise. Et les termes ont un sens. Au jour d'aujourd'hui, nous savons une chose. On a annoncé le taux de rémunération que l'État est prêt à consentir. Je n'ai même pas dit le taux de rémunération de l'obligation, j'en sais rien. Mais en tout cas, le taux de rémunération que l'État est prêt à consentir. Le montant, on indique qu'il s'agirait d'un montant, pour être tout à fait prudent, de l'équivalent de plusieurs milliards de dollars. Deux constats. Le premier, on ne connaît pas la durée, la maturité. De deux choses l'une, soit comme certains le disent, on s'adresse à l'argent qui se trouve dans l'informel, donc première tentative qui consistait à dire vous avez une amnistie fiscale en contrepartie d'une petite pénalité 7%. De 7%. Et puis maintenant, on dit OK, bon, il y a eu 140 milliards, a dit le ministre ce matin. 140 milliards, mais qui incluait deux mouvements. Il a additionné le paiement deux par choses. chèque, ça ne peut pas rentrer là-dedans. Voilà, il a additionné deux. Bancaire additionnel. Oui. L'opinion dit que c'est un échec. Lui dit 140 milliards, mais il y a également tous les paiements par chèque. C'est pas suffisant. C'est pas précis comme bilan. Disons que la tentative était louable et elle donne ce qu'elle donne. Maintenant, si certains ont abondé dans cette action de l'État, il est certain qu'ils verront d'un mauvais œil d'avoir, eux, contribué de bonne foi et puis d'autres seront... Alors, qu'on s'entende bien, M. Bournani, qu'on s'entende bien. Et on n'est pas sur le même ordre de grandeur. On ne peut pas penser une seule seconde que l'emprunt national ait été lancé parce que la mise en conformité, l'opération de mise en conformité, que certains ont appelé amnistie fiscale, a échoué. Ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur. On parle de 10 milliards de dollars probablement pour le montant de la levée. Ça a circulé. Alors, sur ce montant-là, est-ce que vous vous dites qu'il est trop important, qu'il risque d'assécher le marché des liquidités sur la place d'Alger, ou est-ce que vous dites que, compte tenu du déficit de cette année et des déficits qui s'annoncent, c'est le montant qu'il faut viser? Deux choses. Si on a pour ambition entre guillemets, de recycler l'argent qui n'est pas bancarisé, on parle de 30 milliards d'ailleurs. Je suis toujours surpris quand j'entends des montants parce que je ne sais pas comment les évaluer. Oui. Mais bon, on avance quand même 30 milliards. Si la cible est celle-là,
probablement, il faudra aller sur des titres au porteur. Je n'imagine pas d'autres alternatives. Maintenant, on peut s'arrêter 2 secondes. Il semblerait que ce soit la voie qui a été retenue par le ministre des Finances et par le gouvernement. Des titres au porteur, c'est-à-dire des titres anonymes. Bien entendu. Donc on revient au banc de caisse. On revient au banc de caisse. Absolument. Qui ne se négocie pas à la bourse, qui n'est pas traçable. Tout à fait. Tout à fait. Vous en pensez quoi, si c'est cette formule ? Tout dépend, vous mettez vos priorités. Si vos priorités, c'est de récupérer de l'argent, probablement que vous pourrez le récupérer. Ensuite, est-ce que c'est sain pour le futur économique de notre pays ? Je ne le crois pas. Mais cela au moins aura une vertu, c'est de ne pas utiliser les ressources existantes bancarisées qui, elles, sont nécessaires au développement économique des entreprises. Parce que n'oubliez pas une chose, la relance économique de ce pays passe par l'entreprise. Privée, publique oui. Allez-y. On va y venir à la concurrence, à l'effet d'éviction que pourrait avoir l'emprunt national vis-à-vis du financement des entreprises, on va dire, formelles, qui ont besoin des ressources bancaires, etc. Mais quand même, un moment sur le procédé, un arrêt sur le procédé. S'il se précise, et des échos que nous avons eus, il semblerait que ce soit cette voie qui est privilégiée, celle d'une levée de fonds par coupon coupon anonyme au porteur. Donc, ça signifie qu'on peut souscrire à l'emprunt national sans avoir un compte bancaire nécessairement, juste en achetant des obligations et en restant en dehors du système. Si on veut lever de l'argent de l'informel en masse, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller vers cette voie-là pour lever tous les risques pour les souscripteurs qui aujourd'hui sont en marge de l'officiel. Considérons-le comme une première étape. Je ne vais pas avoir de jugement moral. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on accepte l'informel. Donc pourquoi est-ce que j'en aurais aujourd'hui ? Quel serait l'inconvénient essentiel de cette formule ? Parce que vous dites qu'il a un avantage important, c'est qu'il ne crée pas d'effet d'éviction, il épargne les... Voilà, donc je regarde essentiellement ce deuxième aspect. Mais quel est l'inconvénient ? J'avais la crainte qu'il puisse y avoir un effet d'éviction et d'une part, et puis d'autre part, un renchérissement du coût de l'endettement. Il faut jamais oublier que le meilleur risque d'un pays, c'est l'État. C'est celui à qui l'on prête à risque zéro. Et puis, à côté de ça, l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur qualité, se financeront toujours risque zéro de l'État, qui devient la référence, plus une marge de risque. Bon, on voit bien l'avantage, mais quel serait l'inconvénient de l'utilisation de la formule des bons de caisse là ? Quel serait l'inconvénient essentiel ? Ça pourrait être c'est un inconvénient de nature éthique. Ce sont l'ensemble des acteurs qui sont qui sont en conformité avec les lois de ce pays qui verraient à redire. Peut-être pas seulement un inconvénient de nature éthique, peut-être aussi, on a entendu M. Benmouhou, directeur de la Société des valeurs mobilières d'Alger, la bourse d'Alger, souhaiter que cet emprunt passe par la bourse. Nous n'y allons pas. Le titre obligataire ne sera pas négociable à la bourse d'Alger. Nous ratons peut-être la possibilité de créer un peu d'animation sur cette place, on reviendra tout à l'heure là-dessus, à la faveur de cette immense émission. Oui, mais il ne peut pas privilégier l'entité dont il est gestionnaire au détriment de ce pays. La priorité pour l'État qui a, encore une fois, besoin d'argent. Alors, la question, c'est, il a besoin, d'ailleurs, la question, on ne peut pas l'éluder. Il a besoin d'argent pourquoi ? Déficit budgétaire, ça signifie que vos dépenses sont bien supérieures à vos recettes. De deux choses l'une. Ou vous commencez gentiment, mais sûrement, à regarder de plus près vos dépenses de fonctionnement d'une part, d'équipement d'autre part. Mon propos n'est pas de dire qu'il faut réduire les dépenses d'équipement, mais les rationaliser, ne pas les faire à des coûts qui sont bien au-delà de leur réalité. Quand on parle de gaspillage, on en a, je crois, fait pas mal. Donc il va falloir faire tout ça avec du discernement. Quant au budget de fonctionnement, force est de constater que sa croissance a été bien supérieure au budget d'équipement et ça devient même un vrai péril pour l'équilibre budgétaire de ce pays. Oui.
Je rappelle au passage la note des professeurs Meddahi et Raouf Bousekine d'octobre 2015 qui note qu'il y a un écart de 14 points entre le niveau des dépenses de fonctionnement rapportées au PIB en 2015, au début du contre-choc, ou en 2014, rapporté à 85-86 au début du contre-choc des années 80. Le niveau des dépenses de fonctionnement est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il y a 30 ans, alors du contre-choc précédent. Et je rappelle le premier réflexe que tout État a quand il est dans cette situation. Toucher aux équipements. C'est de laisser glisser sa monnaie. Oui. De façon à avoir une contre-valeur de ses recettes étrangères, donc qui constitue une partie de sa fiscalité, parce que très souvent, on a du mal à revenir en arrière, à dégrossir le nombre de fonctionnaires, à couper dans les subventions. Ce sont des gestes politiques forts quand vous les faites. Alors, ça m'amène à poser la question qui découle des souches. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec un gouvernement qui n'ose pas aller dans cette direction-là, celle que vous décrivez, rationaliser ses dépenses, faire les réformes qui sont nécessaires pour devenir compétitif. Se désengager de la sphère économique. Notamment. C'est un gros mot ici, mais il faudra le faire. On dira un mot. Est-ce que s'il n'y a pas une tendance facile à aller essayer de mobiliser l'épargne pour continuer à maintenir le même niveau de dépenses et peut-être s'engager finalement dans un cycle qui, lui, n'est pas vertueux. Oui, mais c'est une fuite en avant parce que, allez, je vous suis, cette année, je colmate mon trou budgétaire et l'année prochaine aussi, l'année suivante également. Dès lors que je ne fais pas de réforme, ça signifierait que chaque année, il va falloir trouver un complément de ressources pour pouvoir colmater mes dépenses, à la fois de fonctionnement, pour l'essentiel, et puis il ne faut pas que je bloque la machine économique en ne faisant plus de dépenses d'équipement, qui est le réflexe malheureusement le plus facile à faire. C'est de différer. D'ailleurs, on ne dit jamais on diffère. Oui. Alors, moi, j'ai vu l'évaluation récente qui a été faite par un expert algérien qui nous explique que, disons, au cours d'ici 2019, à peu près, on a une marge de manœuvre quand même qui est que la dette interne est très faible. Elle est à 8-9% du PIB aujourd'hui. Donc ça nous donne une marge de manœuvre relativement importante. Mais en gros, si on continue dans la démarche qui est celle d'aujourd'hui, disons, avec les déficits qu'on a, donc de l'ordre de 15-16% du PIB, effectivement, on va avoir besoin chaque année de 20 à 25 milliards de dollars, disons, en équivalent dinar, à récupérer en dette interne. Effectivement, ça va être un problème. Et ça peut faire monter la dette interne à 50-60% du PIB d'ici 2019. Bon, effectivement, c'est une démarche possible, parce que 50-60%, c'est peut-être... Je rappelle que le ministre des Finances ce matin a dit que les pays, entre guillemets, normaux ont des dettes publiques de ce niveau-là, et ça ne choque personne. Oui, enfin, peut-être qu'il nous prépare à aller dans cette direction. Quand nous n'avons pas de dette, nous considérons que l'absence de dette est quelque chose de vertueux, et puis maintenant on dit que le problème n'est pas de s'endetter, mais quel sera l'usage de cette dette. C'est pas le même ministre, c'est pas le même contexte. Mais c'est le même pays. Mais c'est le même pays. Alors, on va finir avec l'emprunt national. Vous avez été un peu interpellé par le fait qu'on mette d'abord le taux de rémunération en premier. C'est une erreur. Vous dites quoi de ce taux de rémunération? On rappelle, il a été dit qu'il serait de 5% pour l'emprunt national. Alors, il a été déclaré, si ma mémoire est bonne, par le chef du gouvernement, monsieur le Premier ministre, qui a voulu apporter la bonne parole en disant, voilà, l'État non seulement va emprunter, mais l'État va bien rémunérer. D'abord, est-ce que c'est vrai 5% si on voit la courbe de l'inflation, il n'y a pas d'anticipation sur l'inflation. D'ici la fin de l'année, on sera bien en deçà, probablement. Bon. Et ils se sont basés sur une inflation dite à 4,5% pour dire, voilà, nous sauvegardons la valeur du dinar puisque nous payons un peu plus que l'érosion monétaire naturelle. Le Premier ministre a dit que c'était un taux très élevé. Voilà, il a utilisé cette expression. De surcroît, on dit... Mais la seule réalité que je connaisse, c'est le taux arrive à la fin d'un processus parce qu'on teste les investisseurs potentiels. En réalité, on ajuste son taux en fonction de l'appétit. L'objectif de celui qui emprunte, c'est de ne pas surpayer et puis de ne pas être en dessous des attentes des investisseurs parce que son emprunt serait un échec. Donc, généralement, c'est quelque chose qui vient à la fin.
Et on travaille le taux d'intérêt tous les rémunérateur. aspects en amont. Bon, on a décidé de faire autrement. On va attendre les autres éléments. Alors, quand ça vient à la fin, c'est sorti tout de suite. Est-ce que ça risque pas? Alors, oui. Par contre, ça soulève tout un tas d'inconnus qui, elle, glace la sphère économique, qui, ipso facto, dit « Attention, l'État pourrait assécher la liquidité bancaire si la cible des investisseurs, c'est l'argent bancarisé et ainsi que les institutionnels. » Ça effraie aussi la bourse qui dit comment je vais assumer mes émissions à venir. Et puis, d'un seul coup, les entreprises se disent mais mon accès à la ressource sera plus cher. Donc, comment je vais pouvoir supporter ce coût de la ressource pour mes investissements futurs? Or, les investissements futurs sont indispensables. On veut relancer la machine industrielle et on veut même, in fine, en faire des exportateurs générateurs de devises. Donc, il ne faudrait pas que l'un cannibalise l'autre. Merci Monsieur Bournani pour cette transition. Ça nous amène à parler de l'autre événement important de la conjoncture financière, c'est l'entrée en bourse du titre, l'émission d'actions Biopharm à la bourse d'Alger. Est-ce que Biopharm ne risque pas d'être justement la première victime, cette opération, la première victime de ce que vous venez de décrire, ce risque d'assèchement des liquidités qui ferait que des institutionnels reportent leur investissement plutôt vers l'emprunt national et pas vers l'achat du titre Biopharm? Alors, la question peut se poser, effectivement, quand on regarde l'ensemble des émissions du passé, les institutionnels ont eu un rôle important. Ce que j'appelle les institutionnels mangent le papier. Et quand un institutionnel mange le papier, il le garde. Et d'ailleurs, il y a un inconvénient, c'est l'inconvénient de liquidité. L'optique dans laquelle se situe Biopharm, d'ailleurs, il y a deux choses à rappeler. Biopharm est une entreprise ancienne, créée en 1991, au moment où l'activité d'opérateur en médicaments a vu le jour. Elle a commencé, elle comme d'autres, par l'importation et la distribution de médicaments pour devenir un producteur. Elle, comme d'autres, au jour d'aujourd'hui, il y a 80 producteurs, donc 80 ateliers, usines, et 120 importateurs. Biopharm, le groupe Biopharm, qui couvre l'ensemble des activités de la chaîne pharmaceutique, représente à lui tout seul 13%. Il y a 80 producteurs, 120 importateurs. Biopharm représente 13% du marché. Ça signifie que les autres aujourd'hui se partagent 87% du marché. Donc c'est un acteur qui n'est pas hégémonique, mais un acteur leader en Algérie. Ça, c'est une chose. Donc, l'autre élément, Biopharm est surtout axé à la production de génériques, rendre accessible le médicament pour la consommation des patients. C'est l'autre spécificité de cette entreprise. Elle n'a pas de clients, ce sont des patients, donc des malades. On peut dire que les autres entreprises de produits pharmaceutiques ne vendent pas à des gens bien portants, ils vendent aussi à des malades. Non, mais j'ai dit, c'est la particularité de ce secteur. La troisième particularité de ce secteur, ce sont des entreprises à marge administrée. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que l'aléa de marché n'existe pas beaucoup. Elles ne peuvent pas fixer elles-mêmes les tarifs, donc être en marge extrêmement élevée, mais avec des aléas de marché. Mais ici, les entreprises, ce sont des entreprises qui, avec une croissance régulière, une rentabilité certaine, ce sont des placements de bons pères de famille. Donc, l'action Biopharm est un bon risque, compte tenu du marché, compte tenu de sa croissance, de son potentiel et compte tenu de la compétitivité de cet acteur dans ce marché. Et je reviens à... Alors, ma question, c'est un bon risque, mais tout à l'heure, c'est vous qui disiez le premier des risques, le meilleur des risques, c'est le risque souverain, c'est le risque zéro. Celui des autres entreprises vient derrière. D'ailleurs, je crois que vous vous inscrivez un petit peu en faux vis-à-vis de ce que nous a dit votre collègue, M. Kamel Benkoussa, sur ce plateau, en disant que la signature de Cévital était meilleure que celle de l'Algérie vis-à-vis de l'international et de l'endettement. Vous dites que le risque souverain, c'est le premier et c'est le plus sûr pour les investisseurs. Est-ce que, quand même, Biopharm, la concomitance des deux opérations ne risque pas de souffrir? On peut rappeler qu'il s'agit de lever 6 milliards de dinars. Oui, alors, et puis vous avez indiqué, votre question tout à l'heure portait sur les institutionnels. Oui. Tout ce que je viens d'indiquer sur Biopharm, l'objectif de l'entreprise, c'est d'avoir
un actionnariat atomisé. Moins il y aura d'institutionnels, mieux la vie de Biopharm en bourse se portera. Donc c'est un actionnariat populaire qui est recherché, avec un minimum d'institutionnels. C'est-à-dire, personne n'est obligé d'acheter. C'est la valeur intrinsèque de la compagnie qui fait son attractivité. Nous venons d'indiquer que c'est une entreprise ancienne, avec un passé où il n'y a pas de soubresaut, dans un secteur qui est à la fois protégé, mais on protège à la fois les acteurs, mais on protège également les utilisateurs, les patients. Donc la rentabilité est alliée. Et maintenant, donc, il n'y aurait pas de chose s'il ne s'agissait de séduire uniquement quelques institutionnels. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Notamment, et en particulier, parce qu'en plus, la BEA, qui est le leader qui conduit cette opération, a promis de tout acheter à la fin. Donc il y a une clause de garantie d'achat. Il y a une clause de garantie d'achat, mais qui, pour moi, est inutile. L'entreprise doit pouvoir séduire les petits porteurs, les actionnaires algériens, sans recourir ni à cette clause et sans recourir aux institutionnels. Donc vous suggérez de ne pas trop le dire pour laisser les gens aller acheter ? Mais je souhaite que les gens puissent le faire pour deux motifs. Si la question, vous me la retournez en me disant, Monsieur Bourenani, avez-vous l'intention de le faire ? Je vais vous dire oui. En moi, ça m'engage moi, pour deux motifs. Il y a une prime de bienvenue, la première, puisque l'ensemble des évaluations, on ne va pas rentrer dans le détail des différentes méthodes d'évaluation, ont donné des prix d'action. Le minimum était de 1400 et l'ensemble des autres évaluations étaient bien au-dessus. L'entreprise, les actionnaires d'origine, ont considéré que pour être attractif, il fallait se mettre encore en dessous du minimum. Donc le minimum a été de 1400 dinars. Ensuite, les autres évaluations sont montées jusqu'à 1600. Et, les actionnaires d'origine, ça c'est leur responsabilité, on dit non, on se positionne en dessous à 1225. Ça c'est la première prime de bienvenue. La deuxième... Donc vous dites donc par rapport à la valorisation de l'entreprise, le prix de l'action est un bon prix. Et je vais abonder encore dans ce sens. La valorisation s'est faite sur les résultats 2014. Nous sommes en 2016. Entre-temps, il y a eu 2015 qui est passé. Et puisque nous sommes en mars, nous connaissons les résultats 2015. Les résultats 2015 font apparaître des résultats qui sont 24% supérieurs aux prévisions de 2015, avec un bénéfice par action qui ressort à 174. Donc, il suffit de 174, regardez par rapport à 1225, et vous allez avoir un bénéfice, vous le recevez un bénéfice par action. Un bénéfice par action que vont partager les nouveaux acquéreurs, les souscripteurs ? Vous les avez de toute façon dans la valeur de l'action intrinsèquement, ou bien dans une partie du dividende que vous recevrez. Mais c'est ce que j'appelle la deuxième prime de bienvenue. Bon, voilà, sur ces deux entrefaits, pour ma part, je le fais. Alors, donc pas d'obstacle du côté de l'attractivité prix, de l'attractivité rentabilité. Il reste quand même la question, la vraie, quand on est acquéreur d'un titre à la Bourse d'Alger, c'est sa liquidité. Ceux qui ont acheté du papier NCA et avant du papier Alliance le savent, c'est extrêmement difficile d'échanger, d'écouler son actif quand on a besoin de récupérer du cash. Et ce problème n'est toujours pas résolu. Est-ce que vous en dites quoi, vous ? Il y a eu cette nouvelle émission, mais il n'y a pas eu de discours sur la nécessité de liquidité. D'ailleurs, je crois savoir qu'il n'y a pas de contrat de liquidité dans cette opération. C'est-à-dire que ceux qui émettent le papier Biopharm ne s'engagent pas durant une année à le racheter si nécessaire. Si. Alors, de contrat de liquidité, il y en a un, mais ce n'est pas l'élément majeur. Mais il y a bien un contrat de liquidité qui court avec l'émetteur sur une période d'une année. Mais si j'insiste sur le fait d'inciter à l'actionnariat populaire, aux petits porteurs, il suffit de 5 actions pour devenir actionnaire, pour devenir associé de l'entreprise. Plus les actionnaires seront nombreux, atomisés, mieux, plus il y aura d'échanges. Ça c'est une lapalissade, mais c'est une réalité. À côté de ça, les IOB et puis l'émetteur feront de leur mieux pour permettre la liquidité du titre. Vous ne considérez pas que pour le moment c'est un obstacle ? Moi j'ai sondé un petit peu des gens autour de moi qui s'informent
et qui pose en premier ce problème-là, c'est-à-dire le problème de la liquidité et de la difficulté alors que dans le cas de bons de caisse ou dans le cas d'un crédit, y compris un crédit de longue durée, ils peuvent toujours récupérer la mise au moment où on essaie, même si c'est mal rémunéré. À une différence près, c'est que vous n'avez pas votre titre, la valeur intrinsèque. Il faut rappeler ce que c'est que la liquidité. C'est la capacité de pouvoir acheter et vendre à tout moment. Enfin, dans un premier temps, d'ailleurs, c'est vendre à tout moment. La vie de l'entreprise va se poursuivre. Les analystes, parce qu'il nous manque un maillon de la chaîne dans ce pays, ce sont des analystes qui régulièrement, lorsque des résultats semestriels ou annuels sortent des entreprises, refondent la valorisation en disant, voilà, nous estimons que ce titre, aujourd'hui, vaut tant, en intégrant les résultats de l'année. Ce qui permet de dire aux investisseurs, à ceux qui vont adhérer à la fois à cette opération boursière, mais fondamentalement à ceux qui veulent avoir une partie de leur patrimoine en actifs mobiliers, financiers. Parce que c'est une habitude que nous n'avons pas. Nous avons de l'immobilier, nous avons de la disponibilité, ou bien nous avons des bons de caisse, des comptes à terme, mais nous n'avons pas encore cette habitude. Nous sommes en retard. Culturellement, nous sommes en retard. Peut-être que nous le faisons ailleurs, mais en tout cas, nous ne le faisons pas ici. Alors, Monsieur Bournali, oui. Vous posez. Moi, je voudrais poser une question plus générale. Bon, c'est une question que vous avez un petit peu abordée tout à l'heure. Bon, en disant qu'on est en train de faire un certain nombre de choses dans l'urgence. Disons parce qu'on a peut-être traîné, on a tardé en particulier pour. On s'est rassuré. Voilà. En plus, on a tardé pour stimuler le développement du marché financier au cours des dernières années. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver donc apparemment au cours de cette année avec un certain nombre d'initiatives qui vont se télescoper. On a commencé avec l'amnistie fiscale. Vous dites que ça pose un problème, effectivement. Ça va poser un problème avec l'emprunt national. Ça va poser un problème et au moins éthique et éventuellement plus. L'emprunt national, il ne se télescope pas. D'accord, non, il ne se télescope pas, mais sur le plan, disons, de la démarche, ça va poser un problème quand même. Le ministre des Finances ce matin a parlé d'emprunts obligataires. Vraisemblablement, je crois qu'il a parlé de 3 ou 4 emprunts obligataires qui vont vraisemblablement être lancés par des grandes entreprises publiques, un panel de grandes entreprises publiques. On a des entrées en bourse, là, qui sont annoncées. Les entrées en bourse, il y a Biopharm, mais on annonce aussi un certain nombre d'entreprises publiques, au moins tout de suite une cimenterie, avec apparemment une levée de fonds beaucoup plus importante que celle de Biopharm, en ce qui concerne la cimenterie, au moins, je crois, 5 ou 6 fois plus. Elle a des besoins. Elle a des besoins plus importants. Je rappelle que Biopharm ne le fait pas parce qu'elle a des besoins. Ouais. Le taux d'endettement de Biopharm est faible. Biopharm est une entreprise surcapitalisée. Biopharm ouvre son capital. D'abord, il faut signaler que Biopharm, la famille Kérard, ne possède plus que 51%. Depuis 2013, ce sont des 2 fonds étrangers qui possèdent les 49%. Et ces 2 fonds qui sont rentrés dans l'entreprise Biopharm en 2013 ne comptent pas du tout céder leurs titres. C'est-à-dire qu'eux demeurent au capital. C'est un gage de confiance. Les étrangers qui sont rentrés dans Biopharm en 2013 demeurent au capital. Donc, c'est la famille qui, de 51%, va vendre 20%. Il ne s'agit pas d'une augmentation de capital, il s'agit d'une cession de capital. C'est bien la preuve que l'entreprise n'a pas besoin d'argent. Si elle avait eu besoin d'argent, elle serait sous forme d'augmentation de capital. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui intéresse les actionnaires historiques ? C'est de s'inscrire dans la durée. La famille Kérard, comme la famille Peugeot, la famille Michelin, souhaite que dans 200 ans, cette entreprise demeure, avec ou sans les actionnaires historiques. C'est la pérennité de l'entreprise qui est en cause. Bon, c'est une vision d'un fondateur, ou plutôt de 2 fondateurs, puisqu'on focalise toujours sur la famille Kérard, mais il y a eu d'autres actionnaires historiques, et force est de constater qu'ils sont toujours là. Si je devais caractériser cette entreprise, elle est respectueuse des actionnaires anciens, étrangers, et aujourd'hui, la volonté de la rendre populaire, d'algérianiser, de sortir de ces clichés d'entreprise familiale. Voilà une des vertus que je lui reconnais. Ma question, elle portait sur
la taille du marché. L'ensemble de ces opérations qui sont annoncées là, pour les prochains mois. Disons, il y aura forcément un arbitrage. Les bonnes opérations iront au bout, les mauvaises n'iront pas. Si vous pensez à des opérations de nature, projet de ciment un peu éloigné, bon. C'est pas une bonne opération parce que le marché est en surcapacité. Bientôt. Je ne sais pas, il va falloir étudier. On est en train d'arbitrer. Il faudra, l'analyste est en train d'arbitrer. Il faudra étudier cette entreprise dans son marché et étudier le marché d'une part, et ensuite la place de cette entreprise dans son marché. Ouais. Alors, je voulais quand même avoir votre point de vue rapidement sur quand même... et j'ajoute quelque chose qui me tient à cœur. On ne parle pas de l'État qui cède des actifs. À un moment donné, lorsqu'un État est dans la sphère économique, je peux vouloir céder des actifs parce que d'abord, je veux me désengager de ces activités-là. Et puis moi, j'encourage l'État à se désengager de la sphère. C'est prévu pour Cossidea, pour Mobilis, pour le CPA, pour la CAR, je crois, pour toute une série d'entreprises publiques qui étaient censées venir à la Bourse d'Alger déjà en 2014. C'est des ouvertures, de capital. C'est des actifs. Mais c'est pas ce que j'appelle se dessaisir d'actifs. C'est totalement et sortir de l'activité. Quand on met sur le marché 20%, on le fait pour l'image, on le fait pour le saupoudrage, on le fait aussi pour un signe extérieur de normalité. J'ai une bourse de valeur. J'encourage aussi les grandes entreprises familiales de ce pays et les grandes entreprises étrangères de ce pays à faire preuve de citoyenneté et s'algérianiser. On commence par les plus grosses et les plus grandes. Oui. C'est vital. Toutes. C'est vital. Il y a des années que nous discutons de cette possibilité d'animer la Bourse d'Alger par la levée de fonds et donc la généralisation du parti du capital. On nous a toujours dit, M. Rebarab, qu'on avait reçu à l'invité du direct, nous avait dit oui pour certaines filières, pas pour le groupe. Oui, et puis il pourrait également vous dire, je ne vais pas parler à sa place, pourquoi faire ? Trouvez-moi des projets qui nécessitent d'immenses capitaux, donc lançons-nous tête baissée vers de grands projets, des grands défis, auquel cas, bien sûr, il faudra lever de l'argent. Parce que Exemple, si on avait autorisé le Cévital à construire le port-centre à Cap-Genet, il y aurait eu une levée de fonds dans la... Port-centre, grand projet pétrochimique, oui, bien clairement, oui. Clairement, pour faire plus vite, on ne doit pas rester seul. Mais on a quand même l'expérience dans ces levées de fonds, parce qu'on parle des bons et des mauvais projets, d'une opération qui n'a pas bien tourné. Je pense à Dahli, Alger Médina, oui, qui visait 8 milliards de dinars et qui n'en a levé que 2,5. D'ailleurs, ça avait refroidi un peu le marché obligataire. C'était... voilà. Donc, peut-être que pour ce type de projet, ça peut être difficile pour un acteur privé, même si c'est vital. Dahli, c'est une opération qui date d'il y a 8 ans. Oui. Je ne crois pas qu'il ait eu tous les soutiens à ce moment-là. Et puis le projet Médina, qui avait été esquissé à l'époque, il y avait un lien avec un projet qui aujourd'hui n'existe toujours pas, mais les fonds ont quand même été levés, même partiellement. Et si ma mémoire est bonne, ça devait être tout ou rien. On a quand même fait partiellement. Bon, l'entreprise a respecté ses engagements à l'égard de ses souscripteurs et elle a tout remboursé. Bon, si ces opérations qui sont lancées, disons, sur le marché national, qui consistent à s'adresser à l'épargne nationale, rencontrent des problèmes, ça va probablement, évidemment, ça risque d'inciter, disons, à faire appel à l'épargne internationale. C'est une option qui, ce matin, n'était pas du tout exclue par le ministre des Finances, puisqu'il a même évoqué... c'est la première fois d'ailleurs que j'entends un responsable algérien le faire, il a évoqué le cas de Sonelgaz, les chemins de fer et les ports. Bon, il a dit qu'éventuellement... L'épargne internationale. L'épargne internationale. Autant je sais ce que c'est que l'épargne nationale, c'est vous, moi, mais quand on s'adresse à l'endettement international, on ne s'adresse pas à des épargnants. Souvent, on a en face des institutionnels, voire même des grands acteurs bancaires et des fonds d'investissement, qui, eux, viennent... autant les épargnants nationaux ne viendront pas vous dire, alors expliquez-moi quelle est votre politique à venir, quels sont les arbitrages que vous allez faire, faites-moi un business plan sur plusieurs années, autant les internationaux vont vouloir comprendre pourquoi est-ce que vous avez un déficit budgétaire, quelles sont les choses que vous n'avez pas faites, quelles sont les choses que vous devez faire. J'entendais ce matin un commentaire du FMI qui disait c'est bien ce que nous faisons,
nous sommes dans la bonne voie. Bon, pourquoi ne l'avons-nous pas fait un peu avant et pourquoi n'accélérons-nous pas le rythme? Oui. Bon. Il y a déjà une opération qui a été annoncée officiellement. C'est celle qui concerne le port de Cherchell, le port du centre. Est-ce que, en fonction des informations qui sont disponibles, est-ce que vous considérez que c'est une démarche qui est une bonne démarche? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur le port de Hamdaniya, donc en réalité le port de Cherchell, puisqu'il est à 2 km de Cherchell, autant lui donner le vrai nom qu'il doit porter, donc entre le Chenois et Cherchell. L'actionnariat est composé de 2 entreprises chinoises. L'une qui est très connue en Algérie, c'est le grand bâtisseur des grandes infrastructures. CEC. CEC. Et puis l'autre, une compagnie qui est spécialisée dans la gestion portuaire. Pas dans la gestion, dans la construction portuaire. Construction portuaire. Donc ça, il représente les 49%. 51% sera représenté par une entité que j'appelle moi Sogeport, mais c'est la société gestionnaire des ports. Donc il ne s'agit pas du FNI cette fois-ci. Non, c'est un holding public. Donc, et le gestionnaire sera une entreprise chinoise, en tout cas c'est ce qui a été annoncé, et donc ces actionnaires décideront de contracter un financement auprès d'une banque chinoise. Voilà, d'une ou de plusieurs banques chinoises. Et ils ont évalué leurs besoins, en tout cas c'est ce qui a été indiqué, à 3,4 milliards de dollars. De dollars. 3,3 moi j'ai lu. Ouais. Ou 3,3. Ouais. Je vous rappelle que l'endettement de l'Algérie aujourd'hui est de 3 milliards. Donc ce seul projet va multiplier par deux. On double notre dette. Parce que vous dites quoi du montant? Est-ce qu'il n'est pas surdimensionné par rapport à un projet? S'il s'agit d'un port, là, il ne s'agit pas d'une ville, d'un hinterland. Voilà, on a du mal à imaginer 3,2 milliards de dollars pour un aussi grand soit-il. Les montants ont toujours été bien supérieurs, ils nous ont toujours étonnés. Nous avons une autoroute extrêmement chère, parmi les plus chères au monde. Toutes nos infrastructures ont toujours coûté. Donc déjà dès le départ, il y a un problème peut-être. Je ne sais pas s'il y a un problème, mais bon, nous n'avons pas la même. Ça dépend ce qu'il y a dedans. On nous dit qu'il y a des zones industrielles, il y a des choses. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Mais le fait est, si ça avait été un financement de projet, pour autant que ce site corresponde bien. D'ailleurs, quand il s'agit d'un financement de projet, ceux qui embarquent pour financer ce projet s'intéressent à tout. Au positionnement, l'opportunité du positionnement du port. Je rappelle qu'il n'y a pas... on aura du mal à utiliser le ferroviaire, il n'y a pas de voie ferrée. Je veux bien penser qu'on en fera une à l'avenir, mais j'aime bien arriver sur des sites où il y a un peu d'équipement déjà. On va faire à l'avenir, on va ramener du gaz si on veut développer de l'activité pétrochimique. Je rappelle qu'à Cap Ginette, il y avait un 48 pouces qui venait de Hassirmel. À Cap Ginette, il y a le ferroviaire. À Cap Ginette, il y a une connexion avec l'autoroute Est-Ouest. À Cherchell, il y a des arbres, il y a un parc, il y a une zone touristique formidable et il y a une route. Cette route, je crains qu'à l'avenir, elle va transporter beaucoup de boîtes et beaucoup de semi-remorques. Pour ceux qui connaissent la région, vous faites partie des gens qui considéraient que ce projet n'a pas été mûri suffisamment, qu'il n'y a pas eu d'études technico-économiques, parce qu'on est en train de dire ça. Bon, il y a un certain nombre de personnes. Par ailleurs, j'ai entendu beaucoup de voix dire qu'il y a eu beaucoup d'experts, beaucoup d'études technico-économiques. Que voulez-vous que je vous dise? Je vous donne là mon opinion de citoyen, uniquement mon opinion de citoyen. Bien. Alors, sur les financements extérieurs, est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment qu'on risque, faute de... D'ailleurs, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous pensez, comme M. Hechmis hier, que l'Algérie aurait dû profiter des années de vache grasse pour se faire un rating qui aurait pu peut-être la préserver d'un mauvais rating aujourd'hui, d'un très mauvais rating peut-être? Je suis de ceux qui pensent qu'au lieu de se désendetter et d'en faire un élément politique fort, il aurait mieux valu reprofiler la dette. Reprofiler, c'est changer les conditions de cette dette auprès des créanciers. Nous étions en excellente santé financière. Personne n'aurait rien eu à dire. On aurait pu aussi argumenter politiquement en disant voilà, lorsque nous étions moins bien, voici nos conditions passées et voici maintenant que nous nous portons extrêmement bien nos conditions. Mais nous restons en contact avec les prêteurs. Alors, sans parler trop du passé, disons juste, bon, aujourd'hui, on nous dit... C'était pour rebondir à la question, je vais y venir sur là. On nous dit, le port de Cherchell, ça y est, bon, c'est réglé. Le ministre des Finances, ce matin,
a évoqué, disons, la possibilité, disons, pour Sonelgaz et même pour entreprises du chemin qui réalisent les chemins de fer, d'ailleurs pour la SNTF, d'aller sur le marché international aussi. Il a dit que c'est des entreprises, il a utilisé l'expression des entreprises regardent vers, disons, l'épargne internationale, etc. Bon, apparemment, et il a parlé d'une possibilité d'endettement modéré, disons, pour ces entreprises, disons, sur les marchés internationaux. Alors, est-ce que cette démarche donc, qui risque apparemment de concerner, même si le Premier ministre, par ailleurs, il y a une semaine, a dit que ce ne se ferait pas dans l'immédiat. Mais bon, le fait que ça ne se fasse pas dans l'immédiat, ça veut dire que ça ne se fera pas dans les années qui viennent. Bon, est-ce que cette démarche qui concerne un certain nombre d'entreprises ne suppose pas un certain nombre de préalables. Et en particulier, un préalable que vous venez d'évoquer, c'est un rating international, c'est-à-dire le fait de s'adresser à une agence de notation qui va nous... Bon, est-ce que c'est, de votre point de vue, un préalable, quelque chose qu'il faut faire aujourd'hui, disons, avant même que les entreprises aillent en ordre public national, aillent en ordre dispersé sur les marchés internationaux? Que vous le fassiez délibérément ou pas, les prêteurs, eux, vous évaluent. Mais à votre insu. Oui. Alors, comme on n'a pas entrepris la démarche de le faire, évidemment, les éléments que nous sommes en train de communiquer sur le fonds de régulation des recettes, nos agrégats macroéconomiques, nous ne sommes pas dans une bulle qui n'a pas de fenêtre vers l'extérieur. L'ensemble des pays scrutent rigoureusement les mêmes données. Aujourd'hui, sont en mesure de faire les mêmes constats que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Maintenant, vous évoquez des entreprises algériennes publiques qui regardent vers l'international. J'espère que les internationaux regardent aussi vers les entreprises, parce que il ne s'agit pas de quelque chose qui dépend uniquement de vous. Sonelgaz ne pourra pas emprunter si elle n'a pas la garantie de l'État. Oui, ça c'est clairement. Parce qu'on ne peut pas dire toute l'année, les subventions font que mon activité n'est pas rentable, j'ai un déficit, et régulièrement l'État vient combler ces déficits pour à un autre moment de la vie de l'entreprise, dire je vais aller m'endetter tout seul à l'international. Non, je ne vais pas aller m'endetter tout seul. La SNTF non plus. Or, je rappelle que depuis la période de M. Benachnou, l'État s'était interdit de donner sa garantie au financement extérieur. Donc, il va falloir revenir sur cette donne-là. Et maintenant, et de la même façon, j'indique que l'État lui-même, parce qu'on dit on n'ira pas vers les financements internationaux de l'endettement tout de suite. Sous-entendu, je pourrais y aller à tout moment et les autres répondront favorablement. C'est pas aussi simple que ça. Je vous pose la question. Aujourd'hui, vous êtes en train de me dire que vous avez des réserves de change qui diminuent. Elles diminuent pour 2015 de 35 milliards. De 35 milliards. Donc il reste dans la caisse 143 milliards de... Et puis comme structurellement, nous n'avons pas encore fait grand-chose, mais on a l'intention de le faire, et que structurellement, on se lance dans l'industrie. Cette industrie, à terme, devra générer des devises, mais que pour le moment, nous allons simplement voir la phase d'engagement de devises et pas de ressources de devises. Parce que, y compris pour une démarche volontariste d'industrialisation, nous allons consommer des devises. Nous allons en consommer même beaucoup. Mais vaut mieux les consommer à marche forcée dans des instruments qui un jour généreront des devises plutôt que de les dilapider. Voilà, c'est extrêmement passionnant tout ça, monsieur Farid Bournani. Je rappelle à nos amis auditeurs que vous êtes aussi, on va dire, le principal conseiller financier de monsieur Saad Al-Barra pour le compte de Cevital dans ses opérations à l'international. Pas le principal, on va dire l'un des plus. Vous êtes engagé dans les opérations, les dernières, l'acquisition de Brandt, l'opération de Piombino, vous étiez aussi d'achat d'actifs en Italie. On voulait avoir déjà vous venez d'évoquer l'opération de Jay-Z aussi. Jay-Z. Au moins celle-là, elle est finie. Elle est finie. Alors, puisque vous en parlez, est-ce que la question est contenue dans le canevas que nous avons partagé hier, est-ce que vous ne pensez pas quand même que Cevital aurait fait une bien meilleure opération financière s'il avait quitté Jay-Z au moment de la transaction avec l'État? Non, pour Cevital, Jay-Z n'est pas une opération stratégique, c'est un placement financier. Et puis... je ne veux On pas peut rappeler la hauteur de capital à laquelle vous êtes, à quel est Cevital? 3,43%. Donc, c'est un placement financier.
Et l'activité d'opérateur est une activité nécessaire pour ce pays. La décision avait été prise en 2001 d'embarquer dans une industrie qui, de toute façon, a de l'avenir. Bon, Monsieur Bourani, placement financier, beaucoup de dividendes pendant la période qui va jusqu'à 2010, conflit avec l'État. Aujourd'hui, c'est des déficits. Donc, je répète ma question. Est-ce que le moment optimum pour rentabiliser votre placement... Je ne connais pas le déficit dont vous parlez, mais il n'y a pas de déficit. Il y a une moindre rentabilité qui a été exceptionnelle et une moindre rentabilité n'est pas déficit. À ma connaissance, sur le marché algérien, aucun opérateur n'est en situation de déficit. Le GSM, c'est un secteur... Donc vous restez dans ce tour de table avec la même philosophie. Oui, tout à fait. D'accord. Des nouvelles, vous parlez de l'industrialisation qui allait consommer des devises dans un premier temps, avant peut-être d'en générer. C'était un peu, on va dire, le business model de l'opération Brandt, introduire un segment de production algérien, l'usine de Sétif Brandt, dans une chaîne de valeur internationale, grâce à l'acquisition de la marque et de l'entreprise à l'international. Il y a un grain de sable qui s'est insinué dans le mécanisme. Vous n'avez pas pu développer à l'allure, Cevital n'a pas pu développer à l'allure prévue son investissement à Sétif et ça s'est grippé. Le démarrage de l'usine a été annoncé pour le mois de mars, donc mars 2016 par M. Rebrab lui-même. Donc on y est. Est-ce que le démarrage va avoir lieu effectivement à votre connaissance? Et est-ce que le problème qui s'était posé, c'est-à-dire le problème d'importation d'équipements usagés, etc., est-ce qu'il a été réglé? Alors, il ne s'agissait pas d'équipements usagés, il s'agissait d'une ligne de tambour de machine à laver. Pour aller vite, Cevital, il faut le rappeler, Cevital, c'est en partie l'Algérie. Tous les actifs acquis à l'étranger ont toujours eu pour finalité d'avoir un pendant en Algérie qui est souvent... sur certaines activités, c'est 3 à 4 fois plus gros que ce qui a été acheté. C'est un accélérateur technologique. Ça, on l'avait très bien compris, y compris dans la menuiserie industrielle. Ça se tenait complètement. Sauf peut-être pour le dernier des investissements en cours, au Brésil. Attendez, nous étions sur l'électroménager. Allons-y jusqu'au bout. Aujourd'hui, il n'y a pas un Algérien qui ne sache pas que Brandt se trouve en Algérie. Donc, en parallèle à la mise en œuvre de la méga-usine, des 2 méga-usines de Sétif, l'une porte sur 100 hectares. C'est-à-dire que ça n'a strictement rien à voir avec l'apprentissage que le groupe a fait avec Samsung. Non seulement il a appris, mais maintenant il va beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, le panorama algérien de l'électroménager change et il continuera de changer sacrément. Il y a des centaines de milliers de nouveaux logements à équiper. Mais pas seulement en Algérie. 8 millions de produits sortiront d'Algérie. C'est quoi les 2 méga-usines alors? C'est quoi les 2 méga-usines? Vous avez l'actuelle usine de Sétif, et puis vous avez la plus grande qui est 10 fois plus grosse que l'ancienne. Qui vont produire quoi? Elles vont produire toute la gamme blanche. Toute la gamme des produits Brandt. Donc pas uniquement des machines à laver, mais aussi des... Bien entendu que non. Et puis l'Europe saura que Brandt connaîtra les produits Brandt. L'Asie également. À partir d'Alger, nous sommes plus compétitifs que les Turcs et les Chinois. Mais ça démarre, les problèmes sont réglés. Bien entendu. Ouais. Alors vous avez évoqué quelques retards liés à des petits aléas. Liés à des petits aléas, liés à une grosse polémique entre le ministre de l'Industrie, M. Bouchouareb, et M. Rebrab. C'était quand même... Je fais la distinction entre 2 choses. 2 personnes et le projet industriel. Pour le projet industriel, c'est un petit aléa. Donc, c'est celui-là qui, aujourd'hui, m'intéresse. Donc, vous dites, c'est remis en... ça va se mettre en route. Le tableau d'avancement... Et les bons de commande, on a appris qu'une des usines d'assemblage de la chaîne, qui devait s'approvisionner à partir de l'Algérie, a dû revenir à son ancien fournisseur, polonais ou d'un des pays. Oui, parce qu'il y a eu le retard. C'était même le principal préjudice. Le préjudice n'était pas dans la valeur d'entrée en Algérie d'une chose qui n'était pas rentrée, d'ailleurs. Donc, c'était... une suspicion alors que c'était parfaitement conforme, mais je ne reviens pas sur le sujet. C'était le manque à gagner pour une entreprise basée en Algérie, c'est ça qui faisait qui n'a pas pu exporter, honorer son carnet de commandes. Je rappelle, ça représentait 80 millions de dollars. D'exportation. Bon, c'est un aléa. Nous, les journalistes, on va écrire que M. Bouchouareb a fait rater 80 millions de dollars d'exportation en Algérie. Vous ne le direz pas comme ça. Plus maintenant, ça, on aurait pu le dire il y a 1 an et demi, ce n'est plus le cas.
Très bien. Donc le projet industriel, lui, avance. C'est un aléa. Il démarre normalement en mars, il démarre normalement dans les... Je peux vous dire qu'ils travaillent tous d'arrache-pied pour que le plan ne soit pas en décalage avec son échéancier d'origine. Alors expliquez-nous la démarche stratégique. Monsieur Bournani doit partir, donc on va finir cette émission rapidement sur 2 questions, rapidement, parce qu'on a bouclé les 45 minutes. Le gouvernement italien s'est dit, en prolongement des réprimandations des syndicats, que le plan d'investissement de Cevital à Piombino n'était pas respecté. C'est dû à quoi ? Alors, il y a un jeu qui consiste à Alger à répéter tout ce que les journalistes italiens ont comme vision de l'usine et une perception de ce qu'est ce sont les syndicats. Hein. Oui, et les syndicats également, mais qui ont aussi... C'est pas des journalistes. D'autres intérêts. La réalité, le groupe Cevital est propriétaire d'un pôle industriel qui comprend plusieurs éléments. À l'intérieur de ces éléments, il y a la partie sidérurgique. Cette partie sidérurgique, que je rappelle, elle ne s'est jamais arrêtée. Au moment où on se parle, elle continue de travailler. Elle continue de faire des choses que peu d'entreprises savent faire, notamment les voies ferrées. Les voies ferrées qui sont exportables aux États-Unis, probablement également en Algérie, sous l'ancien nom Lucchini. Et je rappelle également que le marché de la voie ferrée, il y a un taux de renouvellement de l'existant de 10% par an. Donc, c'est un micro-marché dans lequel il y a peu d'acteurs, et parmi ce faible nombre d'acteurs, il y a Aferpi, l'entreprise qui a repris le pôle industriel italien, le 3e pôle industriel italien. Évidemment, nous sommes dans l'industrie lourde. Évidemment, les montants sont importants. Évidemment, nous avons un recours qui n'existe pas sur Cevital en Algérie. Donc, nous travaillons avec les banques internationales, avec les fournisseurs, pour permettre à cette entreprise Monsieur Felix Bournani, vous dites donc le retard n'existe pas, ou vous dites que le retard existe pour des raisons qui sont indépendantes de la volonté de Cevital? C'est inhérent à tout projet. Si ce n'avait pas été celui-là, il s'agirait d'autres. Nous sommes à l'étranger, dans une culture qui n'est pas la nôtre. Le groupe Cevital, Issa Drebab est un pionnier. Bien. Un pionnier. Bien. Est-ce que c'est dû à l'opération de la Banque d'Algérie qui devait aussi financer, parce que depuis les dispositions de la Banque d'Algérie, avec des dinars, vous permettre de financer en devise vos acquisitions et vos plans d'investissement? Parce que c'est ce que nous avions compris, nous. Hein. Regardez, le règlement de la Banque d'Algérie prévoit les conditions d'intervention à l'étranger et les critères sont simples. Les dossiers qui avaient été déposés à la Banque d'Algérie ne concernaient pas la sidérurgie. C'est pas complémentaire des activités de Cevital en Algérie. Bon. Elle concernait des bases logistiques, des tuyaux qui permettent à l'ensemble des produits du groupe et également des produits produits par d'autres dans ce pays. On veut développer les exportations, mais à un moment donné, il va bien falloir... Mais localisé en Italie. L'Italie devenant un hub européen. Très bien. Parce qu'il faut être sur le territoire européen, sur une propriété Cevital, mais vous pouvez considérer que c'est une propriété algérienne qui va permettre de diffuser en Algérie, en Europe. Les problèmes d'investissement de Cevital en Italie ne sont pas imputables à la responsabilité de la Banque d'Algérie, puisque ça n'a rien à voir. Non, très bien. Non. Bah, c'est important comme information, parce que nous on a un peu vite chargé la barque de la Banque d'Algérie. Parce qu'il faut toujours trouver une cause, et la cause, c'est très bien de remettre les choses. Entreprendre, c'est résoudre. Donc l'essentiel des financements pour Piombino, c'est les banques internationales, et ça marche avec les banques internationales. Je venais d'indiquer que Piombino, donc Aferpi, est sur des secteurs spécifiques où il y a très peu d'acteurs, notamment les aciers spéciaux, et elle ne s'est jamais arrêtée. Donc avec une base clientèle existante, et donc il faut simplement remettre de l'intrant pour sortir du produit et le vendre. Monsieur Bournani, donc la dernière question, la logique financière et économique de l'investissement au Brésil. D'abord, ils sont peu nombreux. C'est pas un placement financier, celui-là. Ils sont peu nombreux ceux qui sont audacieux pour aller au Brésil. Dans la conjoncture économique du Brésil actuellement. C'est indépendant. Au Brésil, quels sont les attraits du Brésil? Vous avez des attraits de type agricole. Ce sont des fournisseurs de matières premières agricoles dont on a besoin, notamment le sucre brut.
Et puis de l'autre côté, vous avez des acteurs, notamment le minerai de fer. Vous avez le premier acteur mondial qui s'appelle Vale. Si vous êtes dans le secteur sidérurgique, vous ne pouvez pas ne pas aller sourcer les matières premières là où elles sont et les valoriser au mieux là-bas. Et puis l'avenir montrera s'il y a de la synergie à la fois avec le projet italien et également avec l'Algérie. Mais comme vous le savez, pour finir avec le sujet Cévital, tout ce que Cévital entreprend a forcément des répercussions massives en Algérie. C'est toute l'aval de l'industrie mécanique. On veut faire de l'automobile. Très bien, nous aurons 3 marques ou 4 marques. C'est l'amont. C'est l'amont de l'industrie automobile. C'est avec des taux d'intégration. Ouais. Vous avez dit c'est l'aval, c'est l'amont, on s'entend bien. C'est l'amont de l'industrie automobile. Non, de l'industrie mécanique. D'aller au Brésil, d'aller près des sources. Je parle de l'impact en Algérie. En Algérie, d'accord. Ce sera l'aval de l'industrie. On comprend mieux comme ça. Maintenant, si je reprends ce qui existe, le premier impact de l'industrie automobile que l'on veut créer avec des taux d'intégration qui sont relativement faibles, c'est vous allez, dans un premier temps, augmenter le fardeau des importations. Parce que si vous ne supportez pas ce fardeau des importations, vous arrêtez, vous arrêtez le premier objectif qui est de sortir des véhicules montés en Algérie. Et puis, il ne faut pas s'arrêter là, puisqu'à partir de là, il va falloir mettre des pièces détachées, de la tôle algérienne. Mais pour ça, il faut la faire. On est bien dans l'aval de l'industrie mécanique et sidérurgique. Il est clair que pour avoir plus de détails sur le projet dans sa totalité, il faudra bien inviter M. Issa Dalbalab pour en parler. Je crois que c'est lui qui a la big map, le overview. C'est lui le visionnaire. Absolument. L'investissement suivant qu'on attend dans cette logique-là, c'est quand même de faire de l'assemblage automobile. Je ne sais pas si c'est de l'assemblage automobile, mais vous pouvez générer de la valeur. Il y a une chaîne de valeur large, il suffit de se positionner là où vous pensez être le plus utile. D'accord, donc vous ne nous annoncerez pas ce soir, ce matin. La réalité, c'est que l'ensemble des projets algériens à l'étranger, je dis bien algériens, parce qu'à un moment donné, il va falloir se les approprier, parce qu'ils se retrouvent au moins dans la valeur de Cévital, et Cévital, c'est une entreprise algérienne, ont toujours un impact positif et sans commune mesure avec ce qui a été fait à l'étranger. Voilà la ligne de conduite de M. Rebrab. Monsieur Khaled Bournani, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce mardi matin. Merci.